Salut à tous, alors dans cette vidéo, c'est dans le titre, on va parler de Renault et Luca De Meo. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne solution parce que vous verrez que Renault est en train de réellement perdre de son aura à l'international. Je vous ai fait un partage de posts notamment de Carlos Ghosn, ce qu'il en pense. Et puis je trouve que c'est un peu ridicule. On voit bien que ce ne sont pas des capitaines d'industrie. On va développer vraiment tout ça et prendre son temps, si ça prend donc 10 minutes. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui a fait quand même toute sa carrière dans la voiture. Il a été donc chez Renault au début. Après, il est parti chez Toyota au niveau Europe. Et puis bien sûr, il était chez Fiat. Donc il a fait du néo-rétro. C'est quelqu'un qui n'a, à mon sens, rien inventé. Je suis désolé d'être un petit peu horrible, mais c'est des restructurations. Et autant quelqu'un comme Jean-Louis Schweitzer, par exemple, on va rentrer dans le vif du sujet direct, tu vois, et un visionnaire. Et déjà, encore une fois, par exemple, c'est très intéressant, des capitaines d'industrie comme dans Tesla, en fait, c'est très rare dans l'automobile aujourd'hui d'avoir, comme on a avec Facebook, enfin des grosses sociétés, Bernard Arnault en France, mais ça peut être ailleurs, qui soit là depuis plus ou moins le début, qui soit le créateur ou l'actionnaire principal, et que quelque chose soit insufflé, que ce soit positif ou négatif. Là, malheureusement, nous avons des PDG qui sont aujourd'hui des girouettes, et avant d'être chez Renault, il était donc chez Fiat, Alfa Romeo, etc., etc., Lancia. Bon, il a fait du néo-rétro, il a fait ce que ils ont fait avec la Fiat 500, ce que Mini, en tout cas BMW, a fait avec Mini. Rien de, je trouve, fantastique. Donc on verra que la stratégie, je pense, qui a été menée n'est pas forcément la bonne. Et pour quelqu'un qui dit que il a redressé un petit peu Renault, maquillé peut-être un petit peu les chiffres, on va s'en rendre compte, puisque finalement, au point de vue international, c'est quand même catastrophique, et même européen sur la voiture électrique. Vraiment partir chez Kering, qui est finalement une filière de Pinot machin bidule, bref, c'est un peu comme LVMH, c'est-à-dire que là, il part dans le luxe, donc le Gucci et notamment Yves Saint Laurent. Voilà. Donc vidéo, je veux essayer recentrer, je vais essayer de pas m'éparpiller, et c'est surtout une vidéo assez complexe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire c'est stupéfiant. Moi, je trouve ça de un logique, et de deux, on voit bien que il y avait les mots. Et puis sur ces mots, il n'y a pas de concret, c'est-à-dire qu'il a fait la Renault 5 Turbo, il a parlé des voitures, etc. électriques, mais on voit bien que Renault aujourd'hui se retrouve quand même extrêmement seul, partagé, avec la partie thermique, donc avec entre guillemets Horse, qui travaille plus beaucoup avec beaucoup de constructeurs, ils ont travaillé avec Mercedes, ont travaillé avec d'autres constructeurs, etc. Et puis Ampère, donc deux divisions bien séparées, où il devait y avoir l'intégration de Nissan, qu'il n'y a pas eu, l'intégration de Mitsubishi, il n'y a pas eu, et même une intégration éventuellement de Geely. On peut se demander, même si Renault un jour étant trop fragilisé, est-ce qu'il ne pourrait pas être acheté éventuellement par Geely? C'est la question qu'on peut en tout cas se poser. Pour le reste, je pense que c'est une très bonne solution parce que notamment entre le véhicule thermique et électrique, c'est ce qu'il faut différencier. La partie électrique en termes de rentabilité en pourcentage, elle est moins bonne. Je m'explique, là où un véhicule par exemple thermique est vendu à 30 000 euros, un véhicule électrique est vendu à 40 000 euros, donc le chiffre d'affaires est lui supérieur, mais le pourcentage, la rentabilité en fait est moins bonne. Donc finalement, la réussite, elle est un peu en demi-teinte, et puis il est arrivé où la Renault 5 en termes de style, elle était déjà là, c'était déjà Carlos Ghosn qui avait mis tout en place. On peut reprocher aussi à Luca De Meo, en tout cas à ses équipes au niveau de Renault, mis à part le style, depuis la Zoé, ça fait près de 10 ans, il n'y a pas eu de grosse évolution. On attend toujours, on dit toujours Tesla, mais on attend toujours aussi le 800 volts qui devait arriver en 2027, qui n'arrivera pas avant 2029. On a le V2L, ou en tout cas le V2G, parce que en fait Renault veut faire un business avec Mobilize. Je vous ai fait une vidéo de ce que j'en pense, je trouve que c'est une ânerie, parce que notamment le V2L est intéressant, mais le V2G, en fait, il faut prendre un contrat chez eux, donc en fait, t'es mains et pieds liés. Aujourd'hui, Renault, qui avait fait un peu dans leur concession avec Mobilize, notamment des bornes de recharge, avait un peu abandonné, vont revenir dessus. En fait, on n'a pas une stratégie qui est extrêmement claire, et à la fois sur l'électrique et le thermique, ni pour le groupe Renault, ni pour Renault, ni pour Dacia, ni pour Alpine. Donc comme je viens de vous l'expliquer sur l'électrique,
par exemple, Dacia n'a pas été intégré. Donc en fait, il y a la Dacia Spring aujourd'hui qui navigue comme ça. Troisième restyling, on ne sait pas trop, elle était chinoise, elle n'a pas profité du bonus. C'est un véhicule qui aurait dû et qui a cartonné à un moment donné. Donc pour moi, c'est une erreur de stratégie. Et de ne pas avoir intégré, donc lorsqu'ils ont changé donc la plateforme de la Clio en véhicule thermique pour un véhicule électrique, d'avoir incorporé donc Dacia, c'est une erreur, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Et même s'ils n'allaient pas faire un véhicule thermique, mais au moins de l'hybridation. Et de proposer finalement dans Ampère, électrique et hybride, et d'intégrer en fait sur une R5, ce qui finalement ils veulent rétro-pédaler, une sorte de prolongateur. Alors on sait que le prolongateur ça fait quand même quelque chose d'assez lourd quand même, puisque c'est un moteur en plus avec un réservoir, et donc il faut dans ces cas-là une batterie qui soit plus petite. Il manque le LFP, on verra ce que ça va donner avec Vercor. En fait au niveau des batteries, pour le moment c'est pas tout à fait clair. Donc sur l'électrique, assez fragile, je pense que Alpine malheureusement jouit d'une image en tout cas trop thermique et de passion, donc en fait ils ne récupéreront peut-être pas forcément les passionnés. Je tape pas sur Renault, hein, c'est juste qu'on le voit chez Porsche. On le voit chez Porsche, les véhicules électriques chez Porsche, c'est pas la panacée. Donc je vois pas pourquoi Alpine y arriverait mieux. Et c'est surtout qu'on voit que cette transition ne se fait pas dans les ventes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, la Clio, la Dacia Sandero se vend extrêmement bien. Dacia est très bien positionné aujourd'hui sur l'hybride et sur le thermique et avant sur notamment le diesel. Sur les électriques, je vous ai montré le top 10, peut-être qu'ils sont dans le top 20, mais en tout cas dans le top 10, il n'y a pas de Renault, il n'y a pas de Renault 5, il n'y a pas de Dacia Spring, il n'y a pas de Scénic, il n'y a pas de Mégane. Donc attention, lorsqu'il n'y a plus forcément assez de volume, il n'y a plus assez de bénéfices et éventuellement on ne peut plus placer, miser, faire de la recherche de développement. Surtout que Renault a énormément misé, pas forcément avec Bosch, Google Automotive, mais aussi avec Valeo. Valeo est en difficulté, hein, le siège qui n'est pas très loin, là où j'habite, c'est de mémoire à la Verrière, normalement est fermé. Valeo est même en grande difficulté. Le moteur est en coopération, c'est Valeo qui le fait. Le rotor bobiné est intéressant. Les poches sont intéressantes, mais encore une fois, il faut reconnaître que par exemple, ceux qui critiquent énormément Tesla, où il y a quand même eu des évolutions sur 4-5 ans, sur 10 ans, sur les charges, la seule chose où il y a eu des évolutions par rapport à la Zoé, c'est sur les prix. On a des prix qui sont plus intéressants, notamment le concurrent direct Stellantis, Peugeot, Citroën ou autres, etc. Mais technologiquement parlant, on reste sur de la traction classique, alors que par exemple l'estafette, on ne peut pas dire que ça soit eux, puisqu'en fait c'est une coopération avec Geely, reprend tout ce que Geely sait faire, plateforme 800 volts, propulsion, des batteries plutôt bien intégrées, etc. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et la vidéo que j'ai vue ce matin donc de Carlos Ghosn, je pense parce que j'ai cherché en fait, notamment avec Luca De Meo, qu'est-ce qui pouvait se passer. Je trouve comme ça que le capitaine comme ça quitte le navire. Je trouve ça extrêmement regrettable et qui partent dans le luxe, en fait ça fait penser à des politiciens. Un coup ils sont de droite, un coup ils sont de gauche, un coup ils font de la politique, un coup ils font du business, un coup ils font des entreprises, des machins. Donc en fait ce sont des gens qui sont extrêmement des girouettes et il a abandonné Renault et pendant 5 ans il va dire que tout était magnifique alors qu'il a bénéficié en fait, c'est horrible à dire, hein, le cost killer numéro 1, Carlos Ghosn, quand même, après Jean-Louis Schweitzer, qui avait redressé Nissan, qui a redressé Renault, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les chiffres sont là, c'est-à-dire que quand il y avait cette alliance, eh bien, c'était le meilleur des deux mondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut à Renault et qu'est-ce qu'il faudrait? Je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que si on fait une transition en Europe sur la voiture électrique, c'est quand même fou que Dacia ne soit pas en tout cas intégré. Renault est relativement quand même isolé dans la mesure où il y a 2 plateformes aujourd'hui, en électrique, une petite et une moyenne, pour faire simple. Mais il n'y a pas de grande plateforme, c'est pour ça que Nissan, à un moment donné, était intéressé par le Fisker Alaska, parce qu'il y avait quand même cette grosse plateforme, donc logiquement faite avec Magna Stirn. Donc aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Aujourd'hui, Renault se retrouve donc extrêmement isolé à la scène internationale. Alors peut-être qu'en France, il fonctionne bien. Moi où je suis, le Technocentre n'est pas très loin. Je vois plein de Renault partout, mais ça fait très franco-français. Et en Europe, Renault est en train de perdre son aura. Et si demain il n'y a plus que de l'électrique, ça va être compliqué. Sur la partie thermique, eh bien pareil, il n'y a plus trop d'innovation de toute manière. On va voir au niveau de la Clio. Le moteur hybride 1,8 litre est intéressant, mais de toute façon, ce n'est pas eux de mémoire, hein, normalement, puisque le 1,6 litre aussi, je ne sais plus si c'est... de toute façon, c'est un dérivé du Toyota équessien. C'est la même chose, en fait, avec le Ford Kuga. C'est du Toyota, en fait. Et en fait,
tu peux te poser la question, s'ils font pas moteur, boîte, batterie, etc., etc., qu'est-ce que finalement Renault font? Comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui, ils ne font plus réellement grand-chose, ils sous-traitent énormément, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais il faut pouvoir garder une certaine aura, surtout que sur le véhicule électrique, il y a besoin de rassurer, la garantie de 2 ans n'est peut-être pas assez important, il n'y a que sur la batterie où c'est 8 ans, et sur les véhicules électriques, thermiques, pardon, ils sont encore très bien situés. On voit en termes de style, chez Dacia, c'est très beau. Dacia Duster, mais il commence à coûter très cher, il y a le Jogger, donc c'est à la fois inquiétant et à la fois peut-être une bonne chose qu'il soit parti parce que c'est la fin du néo-rétro. C'est la fin d'une époque où une Renault 4, vous verrez, elle est beaucoup trop chère, va avoir des difficultés à se vendre. Et même si ça se vendait bien, à concurrence d'une Mini par exemple, d'une Countryman ou du Mini par rapport à une Renault 5, bon, Mini, BM, si tu veux, ils cherchent pas le volume, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc Renault reste un constructeur généraliste, ils n'ont pas le même nombre d'usines que BMW ou Mini, donc en fait on ne peut pas transposer les volumes, les prix et les différentes quantités. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, à mon sens, s'il était resté, a mis plutôt le constructeur en danger, n'a pas réussi, encore une fois, donc avec Ampère, de ramener Nissan ou autre. Et donc là, vous voyez bien que de toute façon, la Micra électrique sera sur la base de la Renault 5, mais il n'y a plus rien de concret. Pareil pour Alpine. Alpine devait travailler avec Geely, ça ne se fait pas, notamment avec Lotus, hein, spécifiquement, et Alpine se retrouve seul donc à développer ses propres modèles, ça coûte, et c'est surtout que derrière, j'espère pour eux qu'il y aura le retour. La 290, je pense qu'elle sera relativement marginale parce que ça coûte relativement cher. La 390, il faudra voir, on voit avec le Macan, ça se vend bien, mais c'est pas du tout à la hauteur du véhicule thermique, il suffit de voir le Classe G par exemple, malgré le malus, les gens préfèrent quand même acheter en Europe donc des véhicules thermiques. Donc, pour moi, Alpine compliqué, Dacia est très bien situé sur le thermique, mais il n'y a pas eu d'intégration sur l'électrique, alors que sur l'hybride, c'est plutôt pas mal, même si ça commence à coûter très cher. Et bien sûr, d'intégrer des technologies nouvelles, hein, il y a même caméra de recul, etc. Tout dedans, hein, c'est quand même pas mal. Et de l'autre côté, il y avait quand même Luca De Meo qui n'arrêtait pas de chouiner à l'Union européenne en disant on est en difficulté, c'est dur, etc. Bon, on voit que c'est pas quelqu'un d'extrêmement, au niveau du caractère, tu vois, si tu as un leadership, tu t'imposes et tu t'en fous des normes de l'Union européenne ou quoi que ce soit, et il faut arrêter de pleurer, quoi. Donc, quelqu'un qui est dans l'automobile et qui travaille pour Renault et qui finalement part dans le luxe, bon, je trouve ça un petit peu regrettable, dommage, tant mieux pour lui. C'est sûr que sur le CV, ça fait quand même hyper classe de dire que tu travailles pour Yves Saint Laurent et Gucci, plutôt peut-être que Renault. Et il laisse en fait un travail qui n'est pas fini, je trouve. Et c'est surtout qu'il a quand même, entre guillemets, joui de toute la notoriété, et notamment, ça y est, j'ai complètement oublié le nom du designer, vous me le direz, Gilles Vidal, donc, qui était chez Peugeot. Bon, en 5 ans, tu peux pas faire grand-chose, donc on verra en fait ce qu'il a fait pendant 5 ans dans les 5 prochaines années. Et je pense que pour le moment, Renault en fait est en train d'extrêmement s'isoler, et il va falloir quelqu'un de talentueux, comme Carlos Ghosn, qui a pu donc réunir une alliance où à un moment donné, Renault, par rapport au volume, était pratiquement numéro 1. Alors avec ses qualités et ses défauts, parce que le problème des cuss-killers comme ça, on l'a vu avec Carlos Tavares, bien même que le PureTech qui était avant, eh bien, tu as des problèmes de qualité. Et on le voit sur Renault quand même, le temps des anciens qui me parlent des safranes, etc., c'est quand même compliqué. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il emmenait vraiment la marque dans trop de néo-rétro et dans un système qui, finalement, n'aurait plus fait beaucoup de ventes. Et une marque, un groupe, en tout cas, avec 3 marques qui se retrouvent relativement énormément isolé déjà à la scène internationale. Et surtout au niveau européen, on se rend compte que sans Dacia sur le thermique ou éventuellement la Clio, le groupe Renault, en termes de volume, ça devient quand même un petit peu compliqué, surtout pour l'électrique encore une fois. Hein. Voilà, la R5 se vend très bien en France, mais ça fait très franco-français. Pour une marque qui, à un moment donné, voulait faire Initial Paris, qui avait Nissan avec Infiniti, Mitsubishi, Samsung, etc.
c'est réduit quand même un petit peu à peau de chagrin, donc ça fait un petit peu de la peine, je trouve, voilà, au niveau international. Après, si le business plan au niveau de l'Europe ou en France, il est là et que ça fonctionne bien pour eux, tant mieux. Mais c'est quand même assez rare d'avoir en fait une marque qui puisse avoir beaucoup de modèles et proposer un business plan et de la recherche-développement tout en ayant de l'innovation sans avoir les volumes en tout cas escomptés pour pouvoir dégager assez de bénéfices pour les actionnaires, hein, tu les connais les coquins, mais surtout pour pouvoir investir. Ça c'est très important. Allez, sur ce, ciao à tous.